Bonjour à toutes et à tous, je sors de Dune 2. Alors d'habitude je fais les critiques en voix off pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment et qui voient mon visage pour la première fois. Pour une fois je voulais faire une critique face cam pour que vous voyez un petit peu ma tête. Est-ce que je suis enthousiaste ou au contraire est-ce que je suis déçu? Je vous parle de Dune 2, donc j'ai terminé la séance il y a un quart d'heure et là je suis dans la nature pour l'enregistrer tranquillement. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue et surtout sans spoilers. Je ne vais rien vous spoiler du scénario pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, bien évidemment, il faut avoir vu le premier film quand même. De toute façon, vous avez ma critique du premier film sur la chaîne. Et je vous demanderai de ne rien spoiler pour ceux qui ont lu les livres, de ne rien spoiler sur ce qui va suivre pour Dune 3, puisque bien évidemment, et ça avait été annoncé, ça n'avait pas été annoncé avec une certitude absolue parce qu'ils attendaient les résultats du box-office, mais on nous avait dit que ça devait être une trilogie. Et ils espéraient que le premier film marche, ce qui a été le cas, pour enclencher le deuxième film et maintenant le troisième film. Donc on va avoir une troisième partie. Considérez que ce film Dune 2, bien qu'il ait une histoire qui se suffit à lui-même, est quand même le segment, c'est le développement. On a eu l'introduction, maintenant on a le développement et on aura la conclusion. Après, est-ce qu'il y aura un quatrième film? On avait entendu parler d'une série, je ne sais pas si elle est toujours en cours, je crois que oui. Mais bon, bref, dans les commentaires, ne spoilez pas pour ceux qui ne savent pas et qui ne se sont pas renseignés, qui n'ont pas lu les livres. Je ne vais pas faire de comparatif avec les livres, je ne les ai pas vus et je vais éviter de tomber dans la comparaison parce que j'ai entendu, oui, c'est Dune qui a inspiré Star Wars. Bon, après, c'est deux univers différents, mais je vais y revenir là aussi sur les inspirations de Dune. La question que je me posais avant d'aller voir le film, parce que je me suis forcé, j'en ai discuté avec vous en commentaire, j'avais pas envie d'y aller, pour certaines raisons que je vais vous expliquer, je me suis forcé. Est-ce que je regrette ou pas? La question que je me posais pour aller voir le film, est-ce que, par rapport aux critiques qu'on en entend, est-ce que le film est surcoté? Ou au contraire, est-ce que toutes ces critiques dithyrambiques positives, là, ultra positives, sont justifiées? La première chose que je vais faire, c'est que je vais vous dire, j'ai regardé toutes les miniatures de tous les youtubeurs. Juste pour avoir un coup d'œil sur les miniatures, pour avoir une petite idée. Je ne regarde quasiment jamais, mais quasiment jamais, à de très rares exceptions, les critiques des collègues youtubeurs ou de la presse avant d'aller voir un film, surtout un film que j'attends. Après, si c'est un film dont je m'en fous, je regarde une critique avec spoiler. Mais celui-là, malgré tout, c'est quand même un gros film de cette année. Donc je ne regarde pas de critiques, je préfère me faire mon avis moi-même. Et d'ailleurs, je vous encouragerai, avant de regarder mes critiques, de vous faire votre avis. Si c'est un film que vous attendez, allez voir le film, au cinéma ou chez vous. Bon, celui-là, il vaut mieux le voir au cinéma. Et ensuite, regardez les critiques, notamment les miennes ou celles d'autres collègues. Alors, j'ai lu un peu tout. Un film surpuissant, Mérège qui disait « Et Dieu créa Villeneuve », le film parfait, c'était Landry, je crois. Dirty Tommy qui n'a pas du tout aimé. Et j'en ai vu d'autres, des critiques qui étaient mitigées. J'ai mon ami Alexandre, la critique de Néo, allez voir sa chaîne, qui lui aussi était un peu méfiant sur le film, mais finalement a été grandement enthousiaste. Bon, j'ai décidé d'aller le voir parce que j'avais quand même bien aimé la première partie, mais il faut savoir que je n'aime pas du tout Timothée Chalamet ni Zendaya. C'est des acteurs, actrices et des comédiens. Je supporte pas qu'on nous les impose comme les nouvelles références de cette jeune génération d'acteurs. C'est la même chose avec Tom Holland. Je fais une overdose de ces acteurs, je les aime pas. Déjà, Timothée Chalamet, je le trouve pas charismatique. Zendaya, je supporte pas son air renfrogné qui fait la gueule tout le temps. Je la trouve pas non plus ultra sexy, mais ça c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec le film. Je préfère par exemple Florence Pugh, par exemple, ou Anya Taylor-Joy. Mais là, voilà, on va dire que le physique ne rentre pas en compte. C'est l'émotion que ces acteurs, actrices dégagent de leur film. J'apprécie pas. C'est pas des acteurs que j'apprécie, mais on va pas juger un film d'après un ou deux acteurs si le film est bon. Et la deuxième chose que je veux vous dire, avant de rentrer dans cette critique à proprement parler, c'est que ça reste subjectif. Il y en a certains, ils vont adorer le film, d'autres, ils vont détester. Les avis sont valables à condition qu'on argumente. Il n'y a pas d'avis supérieur ou inférieur à un autre. Que ce soit les professionnels, enfin, soi-disant professionnels comme Écran Large, si eux, c'est des professionnels, moi, je suis le pape. Mais bon, Écran Large, Première, L'Écran Fantastique ou n'importe quel autre magazine de cinéma ou n'importe quelle critique d'un youtubeur qui soit un tant soit peu cinéphile, qui est à dire une culture cinématographique quand même, qui sache de quoi il parle, il n'y a pas d'avis qui soit un avis objectif qui s'impose à tous. Non.
Après, là où on va se distinguer les uns des autres, c'est comment on va argumenter. Est-ce qu'on va argumenter avec des arguments solides? Est-ce qu'on va essayer de vous convaincre dans la politesse et le respect? Ou est-ce qu'on va vous dire ah, c'est de la merde, ça vaut rien? Ou est-ce qu'on va vous dire ah, c'est un chef-d'œuvre et tous ceux qui n'aiment pas, ils comprennent rien au cinéma? Vous voyez, il faut un juste milieu, la nuance. Si vous avez vu mes vidéos sur Halo, vous savez que je suis nuancé. Avec parfois, bien évidemment, des avis tranchés, ça peut arriver. Alors, première chose, Timothée Chalamet Zendaya joue très bien dans le film. Ça va pas me les faire aimer. Je continue à dire que Zendaya, elle fait la gueule, c'est insupportable. Mais Timothée Chalamet, malgré son manque de virilité dans les médias quand il s'habille, la manière dont il s'habille et tout, moi je suis pas fan. En tant qu'acteur et dans le rôle de Paul Atreides, le mec est très bon. Le mec est très très bon. Alors, il y aurait d'autres acteurs qui auraient pu être tout aussi bons que lui, voire peut-être meilleurs. Mais je vais pas l'enfoncer. Il fait partie des forces du film. La deuxième chose, le casting. J'ai adoré Javier Bardem, je l'avais bien aimé dans la première partie, mais là, Javier Bardem se révèle tout le potentiel émotionnel. C'est le personnage auquel je me suis peut-être le plus identifié au film. J'adore les personnages de croyants comme ça, qui sont croyants, mais en même temps, il y a une réflexion sur l'aveuglement religieux et le fanatisme, et ça, c'est super bien traité dans le film. Rebecca Ferguson, qui est une actrice que j'aime énormément, elle est à la fois attendrissante et flippante. Elle est flippante à certains moments. Elle aussi, elle m'a fait une grosse impression, bien plus que dans la première partie. Ensuite, le retour de Josh Brolin, valeur sûre. Josh Brolin, acteur que j'adore. Et les autres au niveau des méchants, donc on a Stellan Skarsgård qui là aussi est flippant, il envoie du très lourd en termes de masse corporelle, la manière dont il se déplace, la carrure, la présence à l'écran. Austin Butler, lui aussi, il n'y a rien à reprocher, mais bon, Austin Butler, je pense que vous l'avez tous vu, ou presque tous dans Elvis. Vous savez que c'est un très grand acteur. Moi, je l'avais découvert bien avant Elvis dans les chroniques de Shannara. C'était il y a déjà 10 ans en arrière, presque. Donc, ouais, 10 ans en arrière. Et Dave Bautista, Drax dans le MCU. On a Josh Brolin, Thanos dans le MCU. Donc voilà, c'est les retrouvailles un petit peu. On a aussi Josh Brolin et Javier Bardem qui me semble étaient dans No Country for Old Men. Donc on a pas mal de duos qui étaient présents dans d'autres films qui se sont déjà donné la réplique. Donc forcément ça favorise la complicité entre les acteurs et ils se donnent bien le dialogue. Et au milieu, on a quelques acteurs-actrices qui sont assez énigmatiques, qu'on voit pas énormément. Alors, on a bien évidemment Christopher Walken qui fait l'empereur, qu'on ne voit que très peu dans le film. On a Florence Pugh qui fait sa fille, la future impératrice. On a Léa Seydoux qui fait une Bene Gesserit. Et on a Anya Taylor-Joy dans un rôle tenu secret où on ne la voit quasiment pas à l'écran. Je ne vous révélerai pas ce que c'est. Je vous dirai juste que je pense qu'elle va être extrêmement importante pour la troisième et dernière partie. Et c'est le personnage sur lequel je mise le plus. Parce qu'en plus, j'adore Anya Taylor-Joy. Alors, au niveau de l'histoire, ben, clairement, c'est une relecture de l'Ancien Testament avec le Messie promis. Il faut savoir que tous ces films qui vous parlent de Messie promis, de prophétie, ils s'inspirent quasiment tous de l'Ancien Testament. Pas seulement, hein, d'autres récits aussi, mais l'Ancien Testament, c'est un des récits les plus anciens, avec le Messie promis, donc tout ce qu'il y a autour de la figure du Christ avec le Nouveau Testament. Voilà, que ce soit Star Wars qui s'en inspirait, Dune qui s'en inspire aussi, mais qui s'inspire aussi, Star Wars qui s'est inspiré de Dune. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'originalité au niveau du scénario, il y a de l'originalité, mais c'est quand même un récit qu'on a vu, et si vous regardez ce genre de film, si vous aimez la fantasy, vous savez que, bon, alors là, il y a vraiment un gros côté fantasy en plus de la science-fiction, mais voilà, si vous aimez ce genre de récit, vous aurez déjà vu ça. Là où le film va se distinguer, donc outre le scénario, là où le film va se distinguer, c'est par son univers et par son visuel. Et là, on le doit à Denis Villeneuve. Mon Dieu, quelle claque! Mon Dieu, quelle claque! Et c'est vraiment un film à voir au cinéma. Et je suis pas du genre à vous dire, il faut absolument aller voir un film au cinéma. Je vais vous dire. Moi, le cinéma, je m'en éloigne de plus en plus parce que le wokisme m'a écœuré définitivement du 7e art, et je pense que Hollywood est mort. Et je vous le dis très souvent en vidéo, et notamment des entreprises comme Disney et même la Warner. Mais malgré tout, pour ce genre de film, ça vaut le coup d'y aller. Moi, j'ai qu'une quinzaine de films que je vais aller voir cette année au cinéma.
Je sais, vous me recommandez plein de films, mais ça m'intéresse de moins en moins. Je vais de plus en plus vers les jeux vidéo. Mais j'aime les grandes histoires épiques où il n'y a pas de cette espèce d'idéologie qu'on a aujourd'hui dans les médias et en politique. Et c'est un grand film épique, mais surtout le visuel. Et c'est là où il y en a certains qui vont pas aimer les partis pris. Il y a certains passages du film en noir et blanc, mais un noir et blanc tellement beau, visuellement tellement beau. Le blanc est aveuglant, le noir est profond. C'est ultra stylisé. Et d'autres moments du film où il va y avoir cette teinte orange, rouge, jaune, ben justement sur la planète Dune. Donc, on a quand même de très belles couleurs dans le film. C'est assez impressionnant aussi l'ordre de grandeur quand on voit les vaisseaux Harkonnen qui se posent sur Dune. Quand on voit les constructions en forme de pyramide de Harkonnen, quand on voit tous les bâtiments de l'Empire, visuellement, c'est une claque. On a à un moment donné dans un film une espèce de vaisseau en forme de sphère miroir. C'est, on sent que le soin apporté aux effets spéciaux, ça a dû prendre énormément de temps et ça doit être la majeure partie du budget. Denis Villeneuve est un pro dans tous les sens du terme et pour moi, vraiment, c'est un des meilleurs réalisateurs de ces 10 dernières années qui s'est révélé. J'avais adoré Blade Runner 2049 que je considère supérieur à celui de Ridley Scott parce que celui de Ridley Scott, j'avoue que je m'ennuie, contrairement à celui de Blade Runner 2049, alors que d'autres personnes vont dire l'inverse et il n'y a aucun souci. J'avais beaucoup aimé le Dune, justement pour le visuel, un peu moins pour le scénario. Et là, le visuel, mais ça vaut vraiment le coup de le voir au cinéma. En dehors de ça, l'interprétation est très bonne de la part de tout le casting, même si je vous disais, voilà, Zendaya, elle fait la gueule sans arrêt, mais bon, c'est Zendaya. La musique d'Hans Zimmer, à certains moments, ça fait penser à du Dark Knight Rises, notamment dans certaines scènes de combat, dans certaines scènes de bataille. Et il y a même, vers la fin du film, des scènes de bataille qui peuvent faire penser à du Seigneur des Anneaux. Attention, pour moi, rien ne vaut le Seigneur des Anneaux. Mais oui, c'est un grand film de science-fiction. Certains vont apprécier les parties pris visuelles de réalisation, d'autres vont trouver ça un peu désincarné. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film que je vous recommande. Le scénario, on a déjà vu ça dans l'univers Star Wars et dans d'autres films, mais ça reste passionnant. Il y a une réflexion assez profonde sur l'idéologie, le fanatisme religieux et justement les manigances, les intrigues, la politique, la religion qui se sert de la politique pour asseoir son pouvoir. C'est passionnant et c'est très bien traité. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'interrogations pour la dernière partie, plutôt la troisième partie, avec des personnages assez énigmatiques, notamment Anya Taylor-Joy. Si vous avez vu le film, vous devriez savoir qui c'est. J'ai hâte, j'ai hâte. Je crois que ça va s'appeler Dune Messiah, donc Dune le Messie. Est-ce que ce sera la dernière partie ou est-ce qu'on nous fera encore d'autres films Dune ou peut-être une série? Parce que s'ils font une série, il va falloir mettre le budget. Il va falloir être à la hauteur des films, sinon elle va se faire critiquer négativement. Donc je suis impatient de voir tout ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je sais que j'irai le voir au cinéma. Je vous encourage à aller voir le film. Si vous regardez ma vidéo, si vous n'avez pas encore vu le film, sachez que les critiques, même s'il y en a certains qui sont un peu trop dithyrambiques, malgré tout, quand tout le monde, en tout cas quand une majorité de gens disent que le film est puissant, c'est vrai. Après, il y aura toujours des gens qui vont exagérer. On est au mois de février, mars. Il y a des gens qui vous disent c'est le blockbuster de l'année. Calmez-vous quand même. Il reste encore 9 mois et on va avoir beaucoup d'autres blockbusters dans l'année qui risquent d'être très très bons aussi. Donc on ne peut pas dire que c'est le film de l'année parce que il reste encore trop de temps en 2024. Mais c'est clair que je pense que ça va être dans mon top 10 de l'année. Je ne peux pas dire un peu plus s'il sera top 5 ou top 3. Mais je pense qu'il va être dans mon top 10 de l'année, ça c'est clair et net. Et c'est une digne suite du premier qui fait tout en mieux, en plus ambitieux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Je vous laisse là, je vous retrouve vendredi ou samedi, très probablement samedi pour Halo, l'épisode de la semaine qui sera donc l'épisode 6. Et la semaine prochaine, il y aura, en plus de l'épisode 7 de Halo, il y aura Dragon's Dogma, la critique de la série animée, puisque le jeu arrive, Dragon's Dogma 2 arrive le 22 mars. Donc c'était le bon moment pour sortir la vidéo et j'ai pas mal de vidéos qui sont déjà prêtes. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, on arrive bientôt aux 2700 abonnés. Si on pouvait d'ici l'été, même un petit peu avant, arriver aux 3000, ce serait génial.
Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bon mercredi. Ciao tout le monde.